Est-ce que vous aussi vous ressentez ce vertige abyssal lorsque vous levez les yeux vers le ciel nocturne, les plongeant dans l'infinité des étoiles? Ce frisson qui serpente sous votre peau à l'idée que, quelque part dans cette immensité glacée, une autre présence pourrait exister? Ou pire encore, que nous sommes peut-être désespérément et irrémédiablement seuls. Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le cosmos en quête de réponses à ses plus grandes questions métaphysiques. Témoins silencieuses de nos éphémères existences, les étoiles ont toujours alimenté à la fois nos rêves d'ailleurs et nos angoisses existentielles. Elles ont incarné l'espoir d'une autre vie, la crainte de l'altérité, mais également la peur de la solitude. D'où venons-nous? Où allons-nous? Sommes-nous seuls? À cette dernière question, deux réponses seulement s'offrent à nous. Mais toutes deux sont aussi terrifiantes l'une que l'autre. Si nous sommes seuls, alors l'univers tout entier ne serait qu'un désert muet, un abîme de silence, où nos rêves de rencontres cosmiques se perdraient comme un cri étouffé dans le vide. Nous pourrions errer à l'infini parmi les étoiles, explorer mondes après mondes, sans jamais croiser d'autres voies que celles que nous emportons avec nous. Un royaume sans âme, où notre existence résonnerait en écho, sans personne pour écouter. Si nous ne sommes pas seuls, alors le vertige devient terreur. L'univers pourrait ainsi être une forêt sombre, peuplée de chasseurs tapis dans l'ombre, veillant en silence. Des entités qui nous observent peut-être déjà, sans répondre à nos appels. Dans ce cas, nos désirs de communication et de rencontre resteraient tout aussi vains, réprimés par le silence délibéré de civilisations qui préfèrent se dissimuler plutôt que risquer de se dévoiler. Cette vision glaçante de l'univers est magistralement explorée par l'auteur chinois Liu Cixin dans le tome 2 de la trilogie du problème à trois corps. Avec le concept de la forêt sombre, il offre une réponse potentielle assez fascinante au paradoxe de Fermi, cette contradiction qui nous hante depuis des décennies. Mais d'abord, c'est quoi le paradoxe de Fermi? Dans les années 1950, le physicien Enrico Fermi pose un paradoxe qui porte aujourd'hui son nom. Si l'univers est si vaste et si ancien, pourquoi n'avons-nous trouvé aucune trace de vie extraterrestre? Avec une infinité de planètes et les milliards d'années qui se sont écoulées depuis la création de l'univers, des civilisations auraient déjà dû émerger, peut-être coloniser la galaxie et laisser des indices de leur passage. Avec au moins 100 milliards de planètes, rien que dans la Voie lactée, dont au moins 300 millions d'exoplanètes dont les conditions sont assez proches de celles de la Terre, il semble impensable que la vie intelligente n'ait fleuri que sur ce minuscule point bleu perdu dans l'immensité cosmique. D'autant plus que la vie, dans son essence, ne se conforme peut-être pas à l'image que nous en avons. Elle pourrait prendre des formes insoupçonnées, évoluer dans des environnements que nous considérerions comme hostiles, voire inhospitaliers. Des estimations comme l'équation de Drake, une formule mathématique visant à calculer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans nos galaxies, suggèrent que la vie intelligente devrait être statistiquement probable. Formulée en 1961 par Frank Drake, cette équation repose sur plusieurs paramètres, tels que le taux de formation des étoiles, la proportion d'étoiles possédant des planètes, ou encore le nombre estimé de mondes habitables par système stellaire. L'équation de Drake est hautement modulable. Son résultat dépend entièrement des valeurs que l'on y injecte. Et bien que ces valeurs soient en grande partie conjecturales, il est intéressant de noter qu'en optant pour des valeurs relativement conservatrices, le résultat tend à suggérer qu'il devrait exister plusieurs civilisations extraterrestres dans la Voie lactée. Au-delà de notre quête pour détecter une présence, nous avons également choisi de dévoiler la nôtre. En 1972 et 1973, les sondes Pioneer 10 et 11 ont été envoyées dans l'espace, avec à leur bord une plaque métallique portant un message visuel, une représentation d'un homme et d'une femme, accompagnée d'informations permettant de situer la Terre par rapport au Soleil et ce dernier par rapport au pulsar. Et cela n'a pas été notre seule bouteille à la mer. En 1977, nous avons envoyé à bord de la sonde Voyager un disque renfermant des images et des sons de la Terre, un témoignage de ce qu'est la vie humaine,
un échantillon de notre existence à destination des étoiles. Alors pourquoi ce grand silence pour seule réponse à nos appels dans le vide? Dans le deuxième tome de la trilogie du problème à trois corps, Yu Cixin explore donc la théorie de la forêt sombre, une vision aussi fascinante que sinistre de l'univers, selon laquelle les civilisations extraterrestres se cachent en fait intentionnellement de nous. Imaginez que l'univers soit une forêt sombre dans laquelle chaque civilisation est un chasseur armé d'un fusil. Il glisse entre les arbres comme un spectre, relève légèrement les branches qui lui barrent la route, s'efforce de ne pas faire de bruit avec ses pas. Il retient même sa respiration. Il doit être prudent, car la forêt est pleine d'autres chasseurs comme lui. S'il remarque une autre créature vivante, il n'a qu'un seul choix, ouvrir le feu et l'éliminer. Dans cette forêt, l'enfer, c'est les autres, une éternelle menace. Chaque créature qui dévoile son existence est très vite anéantie. Dans un univers où les intentions des autres civilisations sont inconnues, où les distances interstellaires rendent la communication complexe, voire presque impossible, le principe de précaution, c'est-à-dire rester invisible et caché, est la meilleure chance d'assurer sa survie. Cette théorie répond ainsi au paradoxe soulevé par Fermi d'une façon glaçante. L'univers est potentiellement rempli de plusieurs civilisations avancées. Mais nous ne captons aucun signal de leur présence parce qu'elles se cachent délibérément. Si par le passé, une civilisation a été trop naïve pour tenter de communiquer, elle s'est probablement faite exterminer. Celles qui restent sont silencieuses. Bien que cette hypothèse soit extrême, elle repose sur des principes rationnels issus de la théorie des jeux et du dilemme de sécurité, des concepts bien établis en relations internationales. Ces derniers expliquent qu'en l'absence de confiance, les entités choisissent souvent de se défendre, avant même que l'autre ne devienne une menace avérée. Transposée à l'échelle de l'univers, cette logique suggère que toute civilisation qui prend le risque de se dévoiler s'expose à un danger mortel. Et si cette théorie est vraie, alors peut-être que l'humanité ferait mieux d'éviter de crier trop fort dans le cosmos. La fin du premier tome de la trilogie du problème à trois corps nous avait laissé face à une révélation glaçante. Les Trésolariens étaient en route pour envahir la Terre, considérant l'humanité comme une vermine à exterminer. Leur arrivée n'étant prévue que dans 400 ans, ils avaient bien pris soin d'envoyer leurs intellectrons afin de bloquer définitivement toute recherche scientifique fondamentale, empêchant ainsi l'humanité de rattraper leur niveau technologique dans l'intervalle. Le deuxième tome s'ouvre quant à lui sur le flashback d'une conversation entre Ye Wenji et un nouveau personnage, Myo-ji. Ils abordent un concept clé, la cosmosociologie. Cette discipline repose sur plusieurs axiomes que Ye Wenji nous révèle. Premièrement, la survie est la nécessité première de toute civilisation. Deuxièmement, toute civilisation tend à croître et à s'étendre, tandis que la quantité totale de matière dans l'univers reste constante. Troisièmement, il faut prendre en compte deux concepts clés, la chaîne de suspicion et l'explosion technologique. Ye Wenji n'en dira pas plus, laissant le chercheur se démêler avec les conséquences de ces révélations. Ce bref échange, apparemment anodin, s'avérera pourtant crucial pour la suite de l'histoire. Dans ce deuxième opus, l'auteur explore la réponse de l'humanité face à la menace d'une invasion extraterrestre hostile alors que ses capacités sont paralysées et ses stratégies surveillées par les intellectrons. C'est dans ce contexte qu'elle met en place le programme Colmater, sa tentative désespérée de riposte. L'idée est de sélectionner 4 individus, chargés individuellement d'élaborer un plan si secret qu'il doit demeurer inaccessible à tous. Pourtant, ces élus auront besoin d'aide pour réunir des ressources, construire des outils, concevoir des armes. Leur mission repose donc sur un paradoxe cruel. Non seulement, ils doivent garder le silence absolu, mais ils doivent aussi semer de fausses pistes pour tromper l'ennemi et détourner l'attention. Investis d'un pouvoir colossal, car leurs décisions ne doivent jamais être remises en question, ils n'en sont pas moins terriblement seuls. Le programme Colmater introduit une dimension politique essentielle, absente du premier tome. Jusqu'alors, l'ampleur géopolitique de la menace extraterrestre restait en suspens. Yu Cixin allait-il explorer les tensions et manœuvres diplomatiques qu'un tel bouleversement engendrerait,
où allait-il se focaliser sur une trajectoire plus intime et plus individuelle. En ancrant son récit dans les jeux de pouvoir et les stratégies globales, il enrichit son intrigue d'une densité nouvelle où la survie de l'humanité se décide collectivement. Il est pourtant flagrant que Liu Cixin est plus scientifique que politicien, car cette incursion dans les arcanes du pouvoir et des relations internationales manquait légèrement de finesse et de crédibilité. Le récit adopte une perspective résolument occidentalo-centrée. Si la prépondérance des États-Unis et de l'Union européenne peut se justifier par les équilibres de puissance actuels, leur hégémonie dans cet avenir spéculatif interroge, d'autant plus que les pays africains sont purement et simplement absents du tableau. Cette vision réductrice des dynamiques géopolitiques atténue la crédibilité du cadre mondial que l'auteur tente d'esquisser. J'aimerais maintenant vous parler rapidement d'un concept qui a été développé dans ce deuxième tome, le poinçonnage mental. Cette procédure, développée par l'un des colmateurs, le Dr Heinz, assisté de sa femme Kamsugi, repose sur une idée troublante: graver une pensée directement dans l'esprit d'un individu en contournant toute résistance cognitive. Par exemple, faire croire que l'eau est toxique ou que la victoire est inévitable. Une arme psychologique radicale conçue pour éradiquer le défaitisme dans les rangs militaires. L'introduction de cette technique donne lieu à une scène particulièrement intense aux Nations Unies, où la controverse éclate. Une représentante française s'indigne. Qu'est-ce qui est le plus tragique ? Que l'humanité soit privée de son droit de penser librement ou qu'elle perde cette guerre ? Face à cette accusation, Heinz répond avec une implacable logique. La seconde réponse, naturellement, car dans la première situation, l'humanité aura au moins une chance de regagner un jour sa liberté de penser. Liu Cixin ne se contente pas de poser un dilemme moral. Il force le lecteur à observer l'hypocrisie qui sous-tend notre propre rapport à la manipulation. Pourquoi tout le monde devient si sensible à la simple mention de la manipulation de la pensée, interroge Heinz. Celle-ci n'est-elle pas omniprésente dans nos sociétés modernes ? Depuis les publicités commerciales jusqu'à la culture hollywoodienne, tout participe à manipuler la pensée. Pour utiliser une expression chinoise, vous vous moquez de ceux qui reculent de 100 pas quand vous en reculez vous-même de 50. Mais ce pragmatisme cynique se heurte à un mur. Dr Heinz, vous n'avez passé que 100 pas, rétorque un diplomate américain. Vous êtes arrivé au seuil de l'enfer. Alors Heinz lâche une parabole brutale, presque biblique. Celle du bûcheron perdu en forêt. Une branche s'abat sur sa jambe, l'écrasant. S'il ne sait rien, il mourra d'une hémorragie. Il n'a qu'une issue, sévir sa scie et trancher lui-même son membre broyé. Il arrive enfin à regagner son véhicule et rejoint un hôpital où on lui sauve la vie. Le colmateur conclut alors, implacable. L'humanité fait aujourd'hui face à une question de vie ou de mort. La vie ou la mort de l'ensemble de notre espèce et de notre civilisation. Dans ces circonstances, comment ne pas accepter d'abandonner certaines choses ? Liu Cixin orchestre ici une scène d'une redoutable complexité où se confrontent idéal et pragmatisme, éthique et nécessité. Derrière la froideur scientifique de Heinz se cache une question vertigineuse. Peut-on sacrifier ce qui fait notre humanité pour sauver l'humanité ? Avec délicatesse mais sans rien atténuer, l'auteur explore les tourments psychologiques d'une humanité déracinée, privée de tout repère et suspendue dans le vide cosmique. Parmi les figures centrales de ce tome, le militaire Zhang Behe, d'abord perçu comme un stratège inflexible, finit par révéler sa véritable nature, celle d'un défaitiste clandestin. Convaincu que la Terre est condamnée, il prend alors une décision radicale, s'emparant d'une flotte de vaisseaux pour fuir la Terre. Ce n'est pas une trahison à ses yeux, mais plutôt un pari ultime. Offrir à quelques survivants une chance d'échapper à l'inéluctable et de semer ailleurs les graines d'un avenir possible pour l'humanité. Les passages du chapitre de la bataille sombre sont d'une grande intensité et d'une grande angoisse. Liu Cixin ne se contente pas de décrire l'exil spatial comme une simple distance physique, il en explore la portée existentielle. Ce n'est pas tant l'immensité du cosmos qui terrifie les humains, mais le vide laissé par l'absence de la Terre, ce point d'origine désormais hors de portée,
perdu à jamais. L'image du fil spirituel brisé est particulièrement marquante. Jusque-là, l'espace restait un prolongement de l'humanité, une frontière à repousser, mais sans jamais s'affranchir totalement de la planète mère. Mais lorsque la Terre disparaît de l'équation, l'exploration se mue en exil sans retour, en une errance qui défie le sens même de l'existence. Dans un univers qui ne porte plus aucune trace de notre passé, que reste-t-il de nous ? Une scène particulièrement tragique illustre cette perte absolue de repères, celle du suicide du commandant. Plutôt que tourner son regard vers l'avenir, il s'est figé face au système solaire en déclin, comme un naufragé contemplant une rive déjà hors d'atteinte. Ni le regard, ni l'âme n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer. « Il fait sombre. Putain qu'il fait sombre !» avait-il murmuré, puis il s'était tiré une balle dans la tête. Dans ce deuxième tome, on perçoit une véritable libération de l'auteur qui se laisse davantage emporter par sa plume, allant plus loin dans l'exploration de ses idées, de ses concepts et de ses personnages. Ces derniers sont d'ailleurs entièrement renouvelés, à l'exception de Dashi, qui fait le lien entre les deux opus. Yu Sitin semble avoir voulu étoffer son personnage principal, Ryoji, en lui apportant une profondeur particulière, à travers un travail minutieux sur son passé. C'est ainsi que l'auteur va s'autoriser de longues digressions philosophiques sur l'amour, l'écriture, la relation entre un créateur et ses personnages. Autant de thèmes qui, bien que captivants en eux-mêmes, s'en servent très mal dans ce genre de récit. J'aurais vraiment pu apprécier les digressions de l'auteur, son exploration de la littérature, si je n'avais pas été profondément gênée par le sexisme latent qui traverse toutes ces réflexions. C'est une faiblesse qui, d'ailleurs, traverse les deux tomes, la représentation des femmes. Si ce n'est absente, elles sont souvent cantonnées à des rôles réduits, filtrés à travers le regard masculin qui les fige dans des stéréotypes. Yi Wenji faisait figure d'exception dans le premier tome, bénéficiant d'une complexité et d'un rôle clé qui lui permettait d'échapper en partie à cet écueil. Mais sa trajectoire ne restait pas moins empreinte d'une symbolique discutable, une sorte d'Ève tentatrice introduisant le chaos dans un monde encore préservé. Dans ce deuxième volet, aucune figure féminine ne vient contrebalancer cette tendance. Pire, chaque femme présente dans le récit n'existe qu'à travers le regard masculin qui la façonne. Qu'il s'agisse du personnage fictif que Ryoji imagine avant d'en tomber amoureux, ou de son épouse, réduite à l'incarnation parfaite d'un idéal fantasmé, toutes sont avant tout des projections servant de réceptacle au désir du protagoniste. Le malaise atteint son paroxysme dans des scènes où la narration elle-même semble cautionner ses biais, notamment lorsqu'un personnage masculin compatit devant la tristesse d'une soldate uniquement parce qu'il est désolé de voir une si belle femme si triste. Quel est l'intérêt d'une telle remarque, sinon celui de perpétuer un prisme qui réduit les femmes à des apparences. Sur ce point précis, l'adaptation Netflix, bien qu'elle soit discutable à de nombreux égards, et notamment parce qu'elle est marquée par un prisme occidentalo-centré, cette adaptation elle a au moins le mérite d'apporter des figures féminines qui n'existaient pas dans le roman. Et pour moi, c'est une réécriture nécessaire pour donner un petit peu plus de force à un fond qui est pourtant si intéressant. Personnellement, j'ai trouvé la fin du deuxième tome brillante. Face à la menace trisolarienne, l'humanité a épuisé toutes ses options. Repousser les limites de la science, élaborer des stratégies complexes, développer des armes traditionnelles et nouvelles. Mais malgré tous ces efforts, rien n'a suffi. C'est alors que Ryoji, ayant compris le principe de la forêt sombre, choisit de l'exploiter pour retourner la situation contre ses agresseurs. Sa stratégie repose sur une manœuvre redoutable et à double tranchant. Révéler la position de la Terre à l'ensemble de l'univers. Ryoji met ainsi en place un dispositif technologique capable de projeter ce signal à travers l'espace. Ce geste risqué expose l'humanité à un péril immédiat. Cependant,
Il place également les Trissolariens dans une position extrêmement délicate. S'ils décident d'attaquer la Terre pour se l'approprier, cette guerre pourrait attirer la réponse dévastatrice d'une autre civilisation, peut-être plus puissante. Or, si la Terre devient une cible, les Trissolariens n'ont plus aucun monde sur lequel fuir. Ce coup de maître force du coup les Trissolariens à changer de stratégie. Au lieu de chercher à exterminer l'humanité, ils sont désormais contraints de négocier. Plutôt que de risquer une guerre totale, ils choisissent de coexister, de partager la Terre avec l'humanité. L'humanité, par ce geste désespéré, joue donc la carte de la Terre brûlée. Si nous ne pouvons pas conserver la Terre, alors personne ne l'aura. C'est un calcul implacable, où la survie ne repose plus sur une victoire militaire, mais sur la capacité à dissuader par la menace d'une destruction totale. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. Merci à ceux qui auront eu le courage de rester jusqu'au bout. Que pensez-vous de ce format ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je serai également curieuse de connaître votre avis sur la forêt sombre. Avez-vous aimé la fin ? Je lirai vos commentaires avec plaisir. Si vous avez apprécié le format, prenez le temps de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle infusion littéraire. Et en attendant, prenez bien soin de vous.